dans les exemples qui sont choisis, ce qui retient l'attention d'Adam Smith, c'est le souci qu'il a de restituer la manière dont se fait le passage entre ces facteurs qui provoquent l'expression d'une affection, d'une modification physiologique ou linguistique ou expressive du corps et des réactions langagères d'ailleurs, parce que les deux sont liés. Et comment se fait ensuite le réajustement entre ce qui est donné au départ comme étant disproportionné. Mais la disproportion intervenant dans les deux sens, soit comme un excès, soit comme un défaut. Donc je dirais qu'ici, l'articulation cause-effet, elle est mobilisée au service de la description d'un certain nombre de catégories qui vont permettre de proposer une définition du jugement moral, c'est-à-dire notamment d'aboutir à ce concept de convenance, dont on pourrait faire une histoire, parce que Smith n'est pas le premier à évidemment raisonner en termes de convenance. Donc ça c'est sur le premier point. Alors après, sur la deuxième question, moi je me souviens que mes premières lectures de la théorie des sentiments moraux m'avaient toujours un petit peu perturbé sur la façon dont réintervient dans les dernières parties de la théorie des sentiments moraux la figure de Dieu. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que cette figure de Dieu est une sorte d'équivalent transposé de la figure du spectateur impartial intériorisé, et à quel type d'histoire cela peut se rapporter. Ce qui est sûr, c'est que ça intervient là où précisément, par exemple, quand on fait la comparaison avec Hume, cette question-là ne se pose pas du tout dans ces termes. Et ce qui est très frappant dans l'architecture générale de la théorie des sentiments moraux, c'est ce point de coupure, ou plus précisément, c'est ce point d'inflexion où la logique interactive permet de reconstruire les catégories du jugement moral ordinaire à quelque chose qui, dans sa perfection, suppose une sorte de changement qualitatif, qui est désigné, me semble-t-il, par justement cette figure comme tribunal de la conscience, qui n'est autre que la figure de Dieu. Donc c'est Dieu est-il feuilleté? Oui, alors j'ai un peu du mal à comprendre ce que tu veux dire par cette temps. image, cette métaphore du feuilletage. Et ben, c'est la question de l'expérience, pour le coup. C'est dans quelle mesure les sentiments moraux supposent de mettre en connexion une expérience qui se déplace au cours de la vie et qui fait que, par expérience, on sait que la goutte n'est pas la cause, mais qu'il y a des tas de choses avant. Donc, de repérer, du coup, une historicité, au lieu d'être dans l'événement du spectacle. Oui, alors là sur ce plan-là, je crois que j'aurais du mal à répondre à cette question. Parce qu'encore une fois, il me semble que le projet, tel que je l'ai compris dans la théorie des sentiments moraux, c'est un projet génétique. Il s'agit de reconstruire l'émergence progressive, justement depuis ce qui est la position sociale des individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sociologie dans la théorie des sentiments moraux, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce sont des personnes qui sont insérées dans une socialité et qui, par le jeu d'une interaction, font émerger des normes qui adviennent comme éléments sur lesquels le jugement moral va s'appuyer. Alors, il s'agit d'une reconstruction. Donc, le point de vue est plus génétique qu'historique de ce point de vue-là. Oui. J'ai une question qui va peut-être rejoindre un petit peu la question qui a été posée. C'est aussi sur la question de la convenance, donc qui passe par la forme objectivée, qui est la forme objectivée de la sympathie et qui est garantie, cette forme objectivée, elle est garantie par l'objectivité des causes de la passion. Et en fait, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'une distinction entre sentiment et raison ici pour l'élaboration de cette théorie morale, mais est-ce qu'en creux, il n'y a pas, malgré tout, un modèle du sentiment qui est très mécaniste, du coup, avec une chaîne causale
Euh, Je pense que j'ai peut-être un peu forcé le trait quand j'ai indiqué que je voulais montrer que dans la théorie des sentiments moraux, on ne pouvait pas raisonner sur l'opposition réflexion-sentiment. Je crois qu'effectivement, le fait que Smith donne autant d'importance, d'une part, au point de vue d'observation, d'autre part, à l'opérateur de sympathie, c'est précisément que c'est une manière d'intégrer dans le sentiment, dans l'espace du sentiment, comme vous voulez, une forme de réflexivité. C'est-à-dire que lorsque j'essaie d'expliquer que voir les causes, c'est les connaître, cette connaissance, elle ne suppose pas forcément nécessairement, en tout cas au début de l'interaction, une connaissance réflexive, mais elle est bien une modalité de la connaissance qui va permettre au sentiment de s'ajuster. Il s'agit simplement de dire qu'on n'a pas au départ une séparation nette entre les deux instances, mais qu'on a des situations concrètes qui se caractérisent d'abord par des formes d'expression qui sont liées et rapportées au régime de la sensibilité, et que c'est précisément l'interaction entre les acteurs, ou les membres qui prennent part à la situation morale, que se construit une forme d'objectivité. Je dirais que pour le coup, cette construction, on peut en rendre compte sans passer nécessairement par cette distinction, ce qui ne veut pas dire que la réflexivité n'intervient pas. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas besoin ici, pour définir l'objectivité du point de convenance, de passer par elle. Puisque précisément, et c'est ce qui fait la force du raisonnement de Smith dans cette théorie, c'est une logique de l'interaction et du regard qui conduisent à ce point d'équilibre qui va être posé comme convenance. Donc, il me semble que, bon, j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus, c'est tout à fait possible, mais que c'est à ce niveau-là que l'originalité et la force du raisonnement de Smith dans ce texte est grande, parce que précisément, il n'y a pas besoin de partir de cette dualité pour reconstruire à la fois la genèse des distinctions morales et montrer de quelle façon cette genèse, elle est opérante, qu'on ait affaire à un sujet parfaitement rationnel ou pas. Oui. Et justement, par rapport à Hutcheson et la théorie du sens moral chez Hutcheson, est-ce que ça ne permet pas à Smith de combiner la dimension affective qu'il y a dans la théorie du sens moral chez Hutcheson et l'objectivité qu'on peut soupçonner, enfin la subjectivité plutôt qu'on peut soupçonner dans la théorie du sens moral chez Hutcheson. Enfin, il y a toujours une espèce d'aporie chez Hutcheson de savoir comment c'est l'arbitraire de la nature, finalement. Oui, voilà, la c'est norme une solution, d'objectivité de la valeur morale. Une solution trouvée dans la nature pour donner une objectivité au sentiment. C'est-à-dire qu'au fond, on ne remplacerait que les apories du rationalisme par les apories de la naturalisme. Oui, voilà. Est-ce que là, il n'y a pas du tout une sorte de... Si, très précisément. Ce qui est intéressant ici dans la thèse de Smith, c'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas une critique explicite de la théorie du sens moral chez Hutcheson. Elle est réelle, cette critique, parce que tout simplement, il va multiplier la possibilité des sens moraux, entre guillemets. Sens de la convenance, sens de la validité, enfin bref, il y a une prolifération des expressions. Et je pense très précisément que la voie qu'il essaye d'élaborer est une voie qui essaye de se mettre à l'écart, à distance de l'impasse du rationalisme d'un côté et du naturalisme de l'autre. Ce pourquoi, finalement, il ne raisonne pas à partir du sens, mais bien des sentiments. Et précisément parce que le sentiment apparaît là comme une sorte de plan synthétique de la réflexion et de l'affection. Mais l'espace des sentiments, c'est toujours l'espace qui se situe, en tout cas dans le raisonnement moral tel qu'il le déploie dans ce texte, à hauteur des conceptions, ce qu'il appelle les conceptions, les idées ou les représentations. Oui, je pense que c'est très précisément sur ce plan-là qu'il y a une innovation de sens. Oui. Merci Claude. Il y avait une... Tu as commencé en présentant
versus la position de l'impartialité. Mais chez Rawls, ça c'est le postulat d'une théorie de la justice. Mon complément, c'est que le juste prime le bien. C'est l'idée qu'on va rendre compte de la pluralité des biens, des conceptions du bien. Et tu penses que si on a une théorie de l'impartialité amendée comme celle de Smith, ça pourrait être une manière de redéfinir la théorie de la justice? Non, je pense que de toute façon, chez Smith comme chez Rawls, le problème, il faut faire absolument la distinction entre une théorie de la justice et une théorie de la morale, de la vie morale. Ce qui m'intéresse dans la manière que j'ai eue de rapporter le jugement critique de Rawls à l'égard des utilitaristes, c'est le statut de l'impartialité, c'est le statut de l'affectivité. À mon avis, il y a une erreur d'interprétation, il y a un contresens qui est fait par Rawls sur l'idée qu'au fond, toute forme de théorie de l'impartialité conduit à une représentation d'une fusion de tous les systèmes de désir, de sentiments dans une seule et même figure. Et ce que j'essaye de montrer, et c'est sur ce point-là que j'ai fait la référence à Rawls, parce qu'évidemment il y a énormément de choses qui les différencient dans la position, et notamment sur la question du rapport entre la justice et la morale, encore que si on prend ce point chez Smith, on l'a aussi cette distinction. Et ce qui m'intéressait moi, c'était de montrer que non seulement partir de la condition d'impartialité, c'était précisément ce qui rendait possible le jugement moral, mais que ce jugement moral n'était possible qu'à partir du moment où précisément on prenait acte de la différence entre les individus. Et que donc il n'y avait pas du tout, comme le pose Rawls, un effet d'indistinction des personnes dans la figure du spectateur impartial. La figure du spectateur, elle est opératoire à partir du moment où on accepte qu'il existe des personnes qui se caractérisent par des intérêts et par des systèmes de désir totalement distincts. Sinon ça ne marche pas. C'est ce point précis-là qui m'intéressait. C'est pas de discuter sur les rapports entre la théorie de la justice et la théorie de la science. Mais du coup, Oui. est-ce que c'est pour ça que l'abstraction ne se fait que dans le travail de l'imagination, pour pouvoir maintenir le sens de ces différences entre les individus, et qu'il n'y ait pas une indistinction, voilà. Comment on peut maintenir cette conscience des différences entre les individus? Est-ce que du coup l'imagination comme faculté conserver qui garde un rapport au sensible, l'imagerie, justement permet ça, c'est parce que vous avez parlé d'abstraction aussi, du coup comment on combine abstraction et imagination? J'ai parlé de l'abstraction dans un sens particulier. Ce que j'ai désigné par abstraction, c'était une différence de degré d'intensité des affections. C'est très précisément ce que Hume désigne par le passage de l'impression à l'idée d'impression, et c'est précisément ce que Smith ici, reprenant Hume, désigne exactement par les mêmes termes. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est un point de départ empiriste. Donc ce que j'appelle abstraction ici, c'est simplement le fait que le raisonnement, qui est une mise en scène, une narration reconstruite, alors ça c'est tout un point que je n'ai pas évoqué, mais qu'il faudrait vraiment évoquer de manière précise, parce que c'est quelque chose qui va être repris ultérieurement par pas mal de traditions philosophiques. C'est l'idée que ce raisonnement, il ne peut se faire qu'à partir du moment où on passe des affections premières à leur représentation, à leur expression. Donc ce que j'appelle ici abstraction, c'est un degré moindre d'intensité de l'affection. Mais comprenez bien que cette diminution du degré d'intensité, elle n'implique pas la fusion ou l'indistinction des impressions. Elle dit simplement que dans la mesure où cette intensité est plus faible, eh bien la mise en image, la narration, la construction de narration et l'imagination de possibilités devient plus aisée. Et c'est cette facilité-là, cette aisance dans la mise en narration des images qui va produire le travail de l'imagination morale.
Et c'est précisément d'ailleurs ce qu'on disait à Ludwig, ce que reprendra très précisément Jimmy à propos de sa propre théorie d'imagination morale, qui porte précisément sur ce travail de mise en image et de construction narrative qui suppose le passage des affections premières aux affections secondaires, ou aux idées, conceptions, ou encore ce que Smith appelle les passions réfléchies. Donc, ces passions réfléchies, elles correspondent bien à un plan d'abstraction. Elles ont, où on peut les utiliser pour un raisonnement dont le degré de généralité est plus grand, mais elles n'impliquent absolument pas que le contenu de ces images soit, pour ainsi dire, résorbé dans la généralité, dans le degré de généralité de l'image. Oui. Est-ce qu'on sait comment Smith a réagi à l'émergence, face à l'émergence des autres pensées utilitaristes après lui, Beccaria par exemple? Est-ce qu'on a des textes sur ça? Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Très précisément, je ne sais pas. Je suis désolé, là, je ne peux pas répondre. Mais on doit pouvoir avoir des éléments de réponse. Hein. Je pense que. Mais là, je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai toujours l'impression que tu es un petit peu optimiste sur les conclusions de Smith, mais ça, tu me diras si c'est moi qui le dis. Ouais. Mais parce qu'il y a une chose qui est de se dire, par notre socialisation, etc., on développe ce que tu as appelé la morale commune, quoi. On arrive à avoir des normes un petit peu d'impartialité. Puis c'en est une autre de se dire, à partir de là, on va développer on va tendre peut-être vers une forme de perfectionnisme, vers le point de vue du spectateur idéal. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus improbable si tu n'as pas une théorie normative d'arrière-plan qui te dirait ce qu'est la théorie du spectateur idéal. Parce que c'est assez clair que dans la société dans laquelle je vais grandir, bon, je vais avoir les normes, je vais acquérir un certain nombre de normes qui vont me donner des critères d'impartialité, et puis si je suis plongé dans une autre société où, par exemple, la définition de la cruauté n'est pas la même. Mais tu vois bien que ce que tu dis, ça vaut aussi bien pour les morales rationalistes. Ah ouais, non, mais C'est une limite. évidemment. Oui, mais bon, donc là, c'est un autre problème que tu poses. Moi, ce qui m'intéresse dans la description du mouvement, c'est, encore une fois, pour me situer par rapport à l'objectif de la journée, c'était de faire vraiment du sentiment, ou d'une qualification du sentiment, le point de départ et presque, pour ainsi dire, le point d'arrivée de l'élaboration d'un jugement moral. Alors après, optimisme, ouais, c'est assez rare qu'on me donne ce qualificatif, mais je veux bien l'accepter pour une fois. Non, je pense que quand on reprend la théorie des sentiments moraux en détail, ce point d'inflexion, il est plus posé que justifié. Et c'est quand même pas un hasard si Smith le justifie à partir de la figure de la divinité. Oui, tout à fait, mais c'est ça qui est. Mais bon, moi, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il dit, qui permet d'arriver jusqu'au point juste avant. Et c'est quand même, me semble-t-il, assez important de reconnaître que c'est un processus d'interaction et non pas une délibération solipsiste qui permet d'intuitionner les distinctions morales, mais bien un processus social. J'utilise là un vocabulaire qui est évidemment anachronique, mais c'est quand même ça, au fond. Dire que l'émergence des normes est le produit d'une interaction, c'est déjà en soi assez massif comme hypothèse de travail. Après, je pense effectivement que l'articulation entre la morale commune et la morale parfaite est probablement plus l'expression d'un désir, la revendication d'un idéal que